Salut les amis, ici c'est Cosby et bienvenue sur la chaîne de Le Cosby. Aujourd'hui, on va sortir une vidéo top 15 films d'horreur que vous n'avez probablement pas vu. Vu que c'est Halloween et que tout le monde a envie de se faire une petite frayeur, on a tous envie de se faire peur, je me suis dit, ça serait pas mal de sortir une vidéo là-dessus. Alors sans plus attendre, voici top 15 de films d'horreur que vous n'avez pas vus. Le tout agrémenté d'un magnifique asset que vous pouvez voir ici sur le côté. Dans cet asset, vous avez à la fois l'image du film, le réalisateur, quelle plateforme il est disponible et également le degré de spookiness. Alors quel est ce degré de spookiness? En fait, c'est très simple. Vous avez d'abord légèrement spooky, juste c'est un peu Halloween, on se fait peur mais pas trop. Pour les gens qui n'ont pas envie d'avoir peur, il y a des gens, je sais, qui n'ont pas envie d'avoir peur, qui n'aiment pas avoir peur mais qui veulent quand même être dans l'ambiance. Ensuite, on a le Woodface, connu de Twitch, cet emote magnifique qui veut dire un peu « Ah, j'ai un peu peur, c'est légèrement effrayant, mais ça va, je peux tenir le coup. » Ensuite, vous avez le pep Scared Pep, qui a très peur, qui flippait de fou. Lui, c'est vraiment un degré de flip plutôt intense. Et à la fin, vous retrouvez RIP, Funeral Meme, qui veut dire évidemment que vous êtes mort devant le film, mort cérébrale, pantalon sale, etc., etc. Donc sans plus attendre, allons-y, top 15 des films d'horreur pour Halloween. En premier film, on va avoir Baghead, sorti en 2008 par Jay et Marc Duplass. Ce film est disponible sur Mubi, une plateforme très bien de VOD, de films très bons que je recommande. Allez-y, c'est pas mal du tout Mubi. Pour parler du film, ce sont 4 acteurs hollywoodiens légèrement paumés dans leur vie. Ils savent pas trop où ils en sont, ils voient que leurs potes sont en train de faire des films, mais pas eux. Du coup, ils sont en doute, ils savent pas vers où aller. Ils se disent, on va écrire un film, il faut qu'on en écrive un pour au moins tourner dans quelque chose. Si les réalisateurs veulent pas de nous, on va écrire un film nous-mêmes. Alors ils partent dans une cabane dans les bois, légèrement cliché, on le sait, ce départ dans la cabane dans les bois pour se faire surprendre par une sorte de menace qui va rôder autour. On voit déjà la chose arriver. Évidemment, en fait, ce qui va se passer, c'est que ce qu'ils vont écrire, va se matérialiser autour d'eux. Ils vont écrire un scénario flippant et ce scénario va prendre vie. C'est un film fan footage, je sais, les fan footage, parfois c'est un peu de la merde, parfois ça part en couille, c'est un système un peu gimmicky, dans lequel on peut retrouver à chaque fois les mêmes plans, les mêmes idées, les mêmes corrélations, des corrélations scénaristiques où on se dit voilà, on va essayer de trembler le plus possible la caméra, de faire apparaître les choses mais pas trop en les filmant de loin, en faisant parfois glitcher la caméra. Mais pour le coup, le film ne se focalise pas là-dessus. Ce qui fait le film, c'est avant tout créer des bonnes relations. Des relations à travers des dialogues qui sont très bien faits. Ils sont parfaitement écrits. J'ai trouvé que la relation entre les personnages existait, elle était réelle. Je m'y suis cru pour de vrai. Parce que quand on écrit un film de fan footage, on a surtout envie de voir que c'est de la vérité. Et ce que le film fait, c'est qu'il le fait très bien. C'est qu'on dirait vraiment que ces 4 personnes se connaissent, qu'elles sont vraiment amies. Il y a des relations ex-copains qui marchent très bien, des relations amoureuses qui veulent se créer qui marchent très bien. J'ai trouvé le film pour ça extrêmement juste, extrêmement vrai. Et pour le coup, j'ai beaucoup aimé, même si dans l'échelle de spookiness, il est plutôt en bas. Donc si vous n'avez pas trop envie d'avoir peur, mais vous avez quand même envie d'avoir une petite frousse, et à la fois de voir un film plutôt bien réalisé, plutôt bien écrit, allez-y sur Mubi pour voir Baghead. Si vous le trouvez sur une autre plateforme, c'est très bien aussi. Deuxième film dans notre top 15, c'est Ne t'endors pas de Mike Flanagan. Mike Flanagan, qu'on connaît pour la série Hill House et également Bly Manor. Il a fait d'autres films comme Oculus que je n'ai pas encore eu l'occasion de regarder, mais il a fait Ne t'endors pas. Et Ne t'endors pas, c'est plutôt pas mal. C'est l'histoire d'un jeune couple qui adopte un petit garçon. Et ce petit garçon, en fait, a une sorte de pouvoir. Ce pouvoir, c'est à chaque fois qu'il dort de matérialiser ses rêves. Et ses rêves sont matérialisés à travers l'apparition de petits papillons et il arrive à créer ce que veulent le plus les gens autour de lui. Et pour le coup, dans le film, le jeune couple a perdu son précédent enfant, il est mort noyé et le petit garçon, lorsqu'il va rêver, va faire apparaître ce petit garçon mort. Et les parents seront ravis, seront très touchés de voir leur enfant mort se rematérialiser devant eux. Mais au même temps, lorsqu'il fait réapparaître ce petit garçon, il fait apparaître aussi un cauchemar. Et un cauchemar, c'est une sorte de monstre qui va apparaître et rôder dans la maison et s'en prendre justement au petit garçon. C'est à la fois très touchant parce que Mike Flanagan nous écrit des très belles relations entre les personnages. C'est vraiment une histoire dramatique puisque ses parents ont perdu leur enfant et à travers les rêves, ils vont pouvoir revoir cet enfant
ce qui en conclut que parfois la mère ou le père vont vouloir que l'enfant s'endorme le plus vite possible pour revoir leur garçon, mais à la fois ce garçon, il va prendre des sodas, il va prendre du café pour pas s'endormir, pour pas montrer le cauchemar et le faire matérialiser. La fin est particulièrement bien écrite lorsqu'on décrit les rêves, lorsqu'on essaye de comprendre quel est ce monstre, et j'ai trouvé pour le coup que Mike Flanagan, dans son écriture, ça ressemble à It Out, parce qu'on essaye de justifier l'apparition des monstres, on essaye à la fois de dire pourquoi ce monstre existe, parce que les peurs sont parfois des peurs psychologiques, des traumas, et il l'écrit très bien dans son film, Mike Flanagan. Pour le coup, j'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé ça très touchant. Ensuite, revenons dans le passé maintenant avec un film de Henri-Georges Clouzot, un réalisateur que j'apprécie énormément, qui a fait un film qui s'appelle Les Diaboliques en 1955, et déjà, il avait réussi à faire tellement de choses que les réalisateurs de l'horreur aujourd'hui refont. Ça se passe dans une institution où la directrice d'une école et le directeur d'une école sont en couple. Ils ont beaucoup de chamaillades, ils s'engueulent beaucoup. Le directeur d'école est un gigantesque connard avec une toxicité masculine horrible puisqu'il va toujours la gifler, il va toujours lui dire quoi manger, quoi faire et que penser même. Et il y a une des professeurs qui va voir ça, qui est l'ex de ce directeur, qui va dire à la directrice « Il faut que tu t'en sépares, ce type ça va pas du tout ». Voire même, il faut qu'on le bute. Donc, c'est exactement ce qu'ils vont faire. Ils vont buter le directeur de l'école, l'enfermer dans un coffre et le jeter dans la piscine de l'école. Seulement, oh, grande surprise, la valise dans laquelle ils ont mis le cadavre est jetée dans la piscine, le lendemain a disparu. Et c'est à travers cette intrigue que Henri-Georges Clouzot va créer tout l'effroi et le stress et la peur qu'est où est passé ce cadavre. Et il le fait parfaitement bien, il arrive à créer toutes sortes de mises en situation dans lesquelles le personnage de la directrice va stresser et stresser et stresser. Son stress va augmenter parce qu'à la fois elle sait qu'il a disparu, qu'il est mort, elle l'a bien tué et bien mis dans ce coffre. Mais en même temps, vous allez avoir des enfants qui vont lui dire « Mais non, moi je l'ai vu dans telle pièce, je l'ai vu, il m'a parlé, il m'a rendu mon jouet, et tu sais pas si c'est un fantôme, où est-ce que c'est ? Est-ce que cette personne est vivante? Est-ce qu'elle est revenue d'entre les morts? Tu ne sais pas. » Et ça te laisse sous le choc, tu as le stress qui monte sans arrêt, à l'idée de savoir qu'est-il arrivé au directeur de l'école. Ce sont de très bonnes performances, c'est vraiment stressant. Il a fait un thriller hitchcockien incroyable, Henri-Georges Clouzot, là-dessus. Et je vous le recommande vraiment, vraiment, si vous voulez flipper pendant 1h30, mais de stress, d'effroi, regardez Les Diaboliques. Et surtout, si vous êtes fan d'Hitchcock, mais regardez Les Diaboliques. En plus, il est disponible sur Canal+, mais également sur YouTube. Je ne sais pas si c'est légal, mais il y est sur YouTube en très bonne qualité, allez-y. Donc, en plus, vous allez le voir gratuit, quoi. C'est parfait. Sur l'échelle du spooky, il se trouve qu'il est à peu près dans le Woodface et je dirais le spooky. Vous n'allez pas avoir des trucs horribles à l'écran, mais vous allez être plutôt stressé. Quatrième film, maintenant, on passe à Hurlement de Joe Dante. Joe Dante, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est un très bon réalisateur qui a fait également Gremlins. Gremlins et Panique à Florida Beach, deux films que j'ai adorés. Et ça parle de quoi? Ça parle d'une jeune femme journaliste qui se fait stalker par un mec un peu creepy, un peu flippant. Un jour, elle va le rencontrer et elle aura un trauma. Elle aura un trauma d'avoir cette rencontre avec cette personne. Bien sûr, la police tuera cette personne. Et hantée par cette rencontre, de cette apparition de ce type qui l'a stalké pendant des jours et des jours, qui l'appelait au téléphone, qui la suivait, elle sera non-stop traumatisée. C'est-à-dire qu'elle va le voir un peu partout, elle va flipper, elle aura ce stress de cette rencontre et elle aura besoin de vacances. Vacances données par son psychologue qui va lui dire « Je te recommande un très bon centre de traitement. Vas-y, t'inquiète ma bro, tu vas te détendre. » Seulement que dans ce centre de traitement, il va se passer des trucs très chelous. C'est pas vraiment un centre, c'est plutôt, je dirais, un camp de vacances pour gens un peu bizarres, parce que lorsqu'on va rentrer dans ce camp de vacances, on va se dire, chaque personnage est très bizarre. Et évidemment, ce camp sera hanté par une figure menaçante qu'on a un peu oubliée, qui sont les loups-garous. Alors les loups-garous, je sais, parfois ça fait pas tellement peur, parce que vous avez un mélange hybride homme-loup. Pour moi, c'est pas tellement le truc le plus flippant. Moi, je suis plus des fantômes, par exemple. Mais pour le coup, Joe Dante, ce qu'il arrive à faire, c'est ce maquillage magnifique, cette transformation de homme à loup-garou que j'ai trouvé vraiment dégueulasse, mais à la fois très kitsch, très marrante. Aujourd'hui, je pense que ça a perdu un peu de sa frayeur, hein, vu tous les effets spéciaux qu'on a.
mais Joe Dante, il arrive quand même à montrer cette transformation de façon très bien filmée, avec une très bonne mise en scène, avec du hors-cadre, avec du bon maquillage. Et j'ai beaucoup aimé ce qu'il a fait là-dessus. Parce qu'en fait, ça me rappelle pas mal Gremlins dans son dégoulinant, dans cette bave, dans ces crocs qui apparaissent à l'écran. Et pour le coup, c'est kitsch, mais j'aime bien. Il y a aussi le stress de savoir, mais qui est un loup-garou, qui ne l'est pas? Est-ce qu'il rôde? Est-ce que je devrais laisser la porte ouverte ou pas? En plus, il faut les tuer avec des balles en argent, etc. Donc, pour le coup, vous avez ce stress de ne pas pouvoir vous en sortir, parce que les loups-garous, ça va courir plus vite que vous, ça va vous déchiqueter en 1000 morceaux. Donc, vous avez cet environnement plutôt stressant. C'est pas très flippant, je crois que je l'ai mis dans le Woodface, le hurlement, mais c'est kitsch, c'est rigolo, c'est mignon aujourd'hui. C'est un beau moment entre potes, ou même si votre copine n'aime pas trop les films d'horreur, hurlement pour le coup ça va pas trop lui faire peur, mais il y a quand même des moments de stress, c'est pas mal du tout. En plus il est disponible sur Prime Video. Un truc que je déteste avec Prime Video, c'est qu'il y a beaucoup de VF. Si les gens aiment la VF, tant mieux. Mais parfois, il n'y a que de la VF et pas de la VO. Pour le coup, il est en VO-VF. Let's go là-dessus. On est parti sur notre 5e film. Maintenant, c'est Phenomena, sorti en 1985 de Dario Argento. Phenomena, c'est quoi? C'est l'histoire d'une jeune fille qui part en Suisse dans un pensionnat pour filles où il y a beaucoup de meurtres. Alors en fait, il y a beaucoup de meurtres parce qu'il y a un serial killer qui rôde autour de ce pensionnat, autour de ce village, qui tue plein de jeunes filles. Seulement Jennifer a un pouvoir, elle arrive à parler avec les insectes. Elle est très pote avec eux, c'est comme Elisa de la jungle, sauf que c'est plutôt les insectes. Et du coup, elle va parfois être moquée par ses jeunes camarades de classe, elle va être perçue comme la personne bizarre, hein, l'étrange, l'étrangère. En plus de ça, c'est la fille d'un grand acteur très connu, donc les moqueries, elle en aura plein. Et petit à petit, il y aura plein de meurtres autour de ce pensionnat, dans le village. Elle va commencer à avoir peur et va rencontrer quelqu'un qui va lui dire comment utiliser ses pouvoirs. Elle va utiliser ses pouvoirs notamment en parlant aux larves qui se forment sur les cadavres pour essayer de retrouver le tueur. C'est un film que j'ai adoré parce que je trouve que l'actrice qui joue Jennifer, et j'ai oublié son nom aujourd'hui, joue extrêmement bien. Elle est très très bonne dans ce qu'elle fait là. Et en plus, Dario Argento, ce que j'ai adoré, c'est qu'en fait, il ose pas mal de trucs. Notamment lorsqu'il met du Iron Maiden, lorsqu'il y a des poursuites du serial killer sur des jeunes filles. J'ai jamais vu ça. D'habitude, on a des musiques plutôt stressantes, mais là, c'est du métal et j'étais à fond dessus. L'enquête est bien foutue, bien ficelée. Il y a des choses horribles qui montrent à l'écran, des choses bien gore, bien dégoulinantes, bien sales. Ça fait peur. On est dans un petit peu entre le Woodface et le Pep. Pour le coup, j'ai énormément aimé. C'est une très bonne approche au cinéma de Dario Argento. Allez-y, foncez, ça c'est vraiment top qualité. Il est disponible sur Shadows, Prime Video et OSS et Canal+. Donc vous avez un florilège de plateformes VOD dans lequel il est disponible. Si vous ne connaissez pas Shadows, c'est une plateforme VOD qui vous propose pas mal de films d'horreur. Donc si vous aimez beaucoup les films d'horreur, c'est 5 € par mois. Vous avez également un essai gratuit de 7 jours. Foncez sur Shadows si vous voulez regarder pendant au moins 7 jours que des films d'horreur. Vous pouvez vous faire un marathon de films d'horreur, c'est génial. Le 6e film, maintenant je vais vous parler du film Ghostland de Pascal Augier, disponible sur OCS et Canal+. Ce film-là, en fait, je l'avais vu au cinéma et il m'avait plutôt bien marqué. J'avais jamais regardé les films de Pascal Augier, je sais qu'il a également fait Martyr, et moi, parfois, j'ai un peu du mal avec le torture porn. Les films comme Hostel ou Saw, certains Saw sont comme ça, où il y a beaucoup de torture, de sang, c'est viscéral, on voit quelqu'un en train d'être torturé, d'être traumatisé. Parfois, j'ai un peu du mal avec. Et pour le coup, Ghostland est extrêmement bien écrit, surtout dans son twist final, lorsque vous comprenez qu'est-ce qui se passe vraiment dans cette maison. Et pour le coup, dans la maison, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, c'est Mylène Farmer qui est en ménage avec ses 2 jeunes filles dans cette maison. Et un soir, elles vont avoir la visite de 2 psychopathes meurtriers complètement aliénés. Mylène Farmer va devoir se battre contre ces psychopathes, va devoir les tuer, s'en débarrasser. Et 16 ans plus tard, après cet incident, l'une des filles va devenir une autrice de ce qui s'est passé ce soir-là. Elle va écrire des livres à succès sur ce qui s'est passé et plus tard, lorsqu'elle va revenir dans la maison, elle va se rendre compte qu'en fait, elle n'est jamais vraiment partie. Et c'est un film que je mettrais dans l'échelle du funéral RIP parce que à la fois il m'a traumatisé, mais à la fois je me rappelle très bien de ces séquences de torture et de malaise total. Ce qui se passe dans ce film, c'est que vous avez un tel malaise, un tel degré de difficulté à regarder ce qui se passe devant vous. Parfois, vous avez envie de détourner les yeux de l'écran.
C'est viscéral, c'est un peu horrible, il y a parfois du hors-champ ou du significatif qui vous met dans une ambiance tellement mal, mais à la fois c'est bien écrit et lorsque vous êtes à la fin du film, vous dites putain mais genre c'était dur mais ça valait le coup parce que c'était pas mal en fait. Donc je me rappellerai toujours de ce film pour à la fois ces séquences traumatisantes et un peu claustrophobes parce que cette maison, vous avez juste envie qu'elle se barre de cette maison. C'est horrible ce qui se passe dans cette maison. Ces deux personnes sont des psychopathes infâmes et c'est très marquant comme film, c'est très flippant. Il est disponible sur OCS et Canal+, allez-y. On va revenir encore dans le passé avec cette fois un film qui s'appelle Le Carnaval des âmes. Le Carnaval des âmes, c'est quoi? C'est une femme qui survit à un accident de voiture et qui va revoir les fantômes de ses survivants. En fait, elle se rappelle absolument pas de ce qui s'est passé. Elle n'arrive pas à se rappeler de comment elle s'en est sortie, de pourquoi elle s'en est sortie et pourquoi est-ce que c'est la seule survivante de ce crash de voiture. Elle va être hantée par cette culpabilité, en fait, cette culpabilité qui va lui dire « mais c'est toi qui t'en es sorti, c'est toi qui es peut-être responsable de ça, pourquoi c'est toi qui t'en es sorti en fait ?» Et je sais que c'est un film un peu vieux, un peu ancien et parfois dans l'horreur un peu ancienne, et ça fait plus tellement peur. Mais pour le coup, il y a aussi du stress, un peu moins que dans Les Diaboliques. Mais j'ai beaucoup aimé pour son côté un peu abstrait, un peu fou, avec ces fantômes qui apparaissent, avec cette culpabilité, ces messages derrière cette femme qui se sent mal de s'en être sortie. Il y a beaucoup de gens qui essaient de lui expliquer ce qui lui arrive, mais ils n'y arrivent pas. Et la peur monte, la peur, le stress, elle se dit qu'il faut peut-être qu'elle en finisse pour que ça s'arrête. Et le film a une très belle image, il se passe des très belles choses au niveau du décor, au niveau du déplacement par exemple des figurants, de comment on utilise la folie ou l'image pour remontrer sa folie. C'est un film qui fait pas très peur mais qui est très joli à regarder. Il est disponible sur Mubi de nouveau et sur YouTube. Ensuite nous allons passer sur un film Netflix, que j'ai vu il y a pas très longtemps qui s'appelle Cargo. C'est un film écrit et réalisé par Ben Howling et Yolanda Ramke qui se passe en Australie. En fait, c'est l'histoire de Martin Freeman qui a une femme et un gosse, qui est un tout petit bébé tout mignon, qui vivent dans une sorte de pandémie un peu zombie. Et ce qui va se passer, c'est que la femme de Martin Freeman va se faire mordre et lui aussi, il va se faire mordre et il va devoir emporter son gamin à travers cette jungle, à travers cette Australie remplie de zombies, un peu désertique, et ça va être très difficile. Et c'est très difficile, pourquoi? Parce qu'en fait, comme il s'est fait mordre, comme il est mal, il a une sorte de bracelet qui lui indique combien de temps il a avant de se transformer complètement. Et il sait que son avenir est foutu. Et comme il sait que son avenir est foutu, il va devoir confier son enfant. Et c'est là que c'est difficile. Parce qu'en fait, tu le regardes et tu te dis, mais c'est dur parce qu'en fait, tu es en train de dire adieu à ton enfant. Et le film est continuellement là-dessus. C'est sur cet adieu, c'est sur se dire, tu vas devoir partir, tu vas devoir quitter ton enfant, il faut que tu trouves une solution. C'est surtout sur l'adieu, le revoir que se passe le film. Parce qu'il n'y a pas énormément d'apparitions de zombies, il y en a quelques-unes, c'est pas vraiment des zombies, c'est une sorte d'infectés. Vous avez également ce portrait d'une Australie qui a laissé tomber ou massacré ses aborigènes, qui eux vont être des gens qui savent peut-être mieux s'en sortir, parce qu'ils connaissent mieux le désert, ils connaissent moins bien la ville, mais ils savent comment fabriquer des armes, comment s'en sortir contre ces créatures. Fabriquer des armes, comment s'en sortir contre ces créatures. Donc j'ai beaucoup aimé l'environnement, j'ai beaucoup aimé l'apparition de Martin Freeman et la façon dont il joue, et également le thème proposé qui est cet abandon, qui est cet adieu que va devoir faire le père à sa fille. On enchaîne sur un film Netflix qui s'appelle The Invitation. C'est un film de Karyn Kusama et en fait ça se passe lorsqu'il y a un dîner d'amis. Il y a un couple qui se fait inviter par un autre couple d'amis à Los Angeles pour un petit dîner entre potes. Seulement, ce dîner entre potes va être très chelou parce qu'un des potes, l'hôte, va montrer une vidéo dans laquelle il dit « Voilà, j'ai rejoint une secte, regardez un peu la pub de la secte. Est-ce que vous voulez rejoindre ma secte, les bros ?» Évidemment, le mec qui a été invité, il a un passé avec la femme du couple qui a été invité. Je ne me rappelle plus du nom des personnages, mais ils ont eu un passé un peu douloureux et peut-être à travers cette secte, elle s'en est sortie, mais lui, il refuse de s'en sortir. Il se dit, bah non, c'est pas comme ça que ça se passe. Et vous avez ces relations entre les personnages, toujours un petit peu tendues, ils se fritent beaucoup, ils s'en prennent la tête devant tous les autres amis qui sont là pendant le dîner. Et après avoir regardé cette vidéo de la secte,
Will, qui s'est fait inviter, qui est le personnage principal, lui, il va avoir des doutes sur tout. Il va se dire, le vin est empoisonné, là, vous nous filez des drogues, là, vous faites des trucs bizarres, là, j'ai pas envie. Et il va avoir des doutes et tu te dis, mais est-ce qu'il a raison d'avoir des doutes? Je sais pas, j'ai l'impression qu'en fait, il est un peu stressé. On sait pas quel est le revers de la médaille. Est-ce que vraiment, lui, c'est le mec flippant parce qu'il a des doutes et qu'il est parano? Ou est-ce qu'en fait, ces gens-là sont vraiment des fous parce qu'ils ont rejoint une secte? C'est un film qui est plutôt court, mais plutôt intense. J'ai beaucoup aimé comment c'est écrit. J'ai pas mal aimé la façon dont sont abordés chacun des personnages et leurs relations au cours de ce dîner et la façon dont va agir Will et les choses qu'il va faire et comment vont réagir les personnages. Pour le coup, c'est pas mal. C'est pas trop stressant, c'est plus une sorte de petit thriller. La fin est plus badante que tout le reste du film. C'est plutôt sympa. Allez-y, si vous regardez un film d'horreur sur Netflix, enchaînez là-dessus, tiens. On va passer sur un autre film de fan footage, un film cette fois asiatique qui s'appelle Noroi The Curse. Merci beaucoup à Martin de me l'avoir recommandé sur Twitter. Eh bien, j'ai dû changer mon pantalon. Alors, en fait, ça se passe au Japon et c'est un journaliste qui essaie de retracer des événements liés à l'apparition d'un démon qui s'appelle le Kagutaba. Et ce film, en fait, pour le coup, je crois que c'est un des meilleurs fan footage que j'ai jamais vu. Et la façon dont le fan footage est utilisé dans ce film est plutôt légitime. Parce qu'on est dans une enquête, on essaie de retracer des événements, on essaie de montrer qu'est-ce qui s'est vraiment passé. Pourquoi est-ce que ces personnes se sont suicidées? Pourquoi est-ce que ces personnes ont peur? Il y a des personnes qui ont des pouvoirs psychiques et on essaye de faire le lien entre les personnages un petit peu spéciaux du film jusqu'à retracer l'enquête de l'apparition de ce démon. Les zooms sont parfaitement bien utilisés, le hors-champ est bien utilisé, le glitch de la caméra est bien utilisé, l'enquête avance, c'est flippant, c'est vraiment flippant. Il y a des scènes dans la forêt notamment, avec des apparitions à la vision infrarouge qui sont terrifiantes. J'ai adoré ce film-là. Je pense que sincèrement, c'est un des meilleurs fan footage qui existe pour l'instant. Ils savent comment manier la caméra, ils savent écrire une bonne histoire extrêmement flippante. Pour le coup, si vous voulez flipper, regardez Noroi The Curse. Moi, je l'ai trouvé en sous-titré anglais sur YouTube. Je ne sais pas si c'est là pour ça, mais si vous voulez profiter, allez-y, hein, il est sur YouTube, foncez. On enchaîne sur un autre film, disponible cette fois sur Prime Video, c'est Scanners de David Cronenberg. Scanners, ça se passe dans un monde où les êtres humains, certains êtres humains, ont des capacités spéciales, une sorte de télépathie, télékinésie organique. En fait, ce qu'ils arrivent à faire, c'est qu'ils arrivent à maîtriser vos organes, c'est qu'ils arrivent à faire une sorte à créer des AVC dans votre corps. Ils peuvent vous faire une hémorragie cérébrale en vous regardant. C'est comme si c'était Magneto, sauf qu'ils contrôlent vos globules blancs, vos globules rouges, votre sang. Ils peuvent vous regarder et d'un coup, vous saignez du nez, votre crâne explose, c'est horrible. Et en fait, toute l'histoire va se passer autour de Cameron Vale, qui lui est télépathe, qui est un scanner, qui va faire une enquête pour retrouver les autres scanners, comprendre son pouvoir, essayer de le maîtriser, et il va se rendre compte de tout le réseau qui existe derrière. Vous avez également les personnes qui enquêtent sur eux, qui essaient de les enfermer, qui essaient de les contrôler, parce que ce sont des personnes qui peuvent être extrêmement dangereuses. Si vous pointez un flingue sur lui, il peut contrôler votre cerveau, et d'un coup, vous le pointez sur vous. C'est un film très très bien parce qu'en fait, quand je vois David Cronenberg, je vois qu'il aime beaucoup ces explosions sanguines, il aime beaucoup jouer avec la matière, la chair, il aime beaucoup faire apparaître des veines, faire exploser un œil, faire exploser un cerveau. Il y a beaucoup de gore fest comme ça, mais c'est du gore fun en fait, parce que c'est du gore un peu vintage. Alors tu vois un peu ces artifices, tu vois comment ça marche. Et lorsqu'on voit des films comme ça des années 1970-1980, ça fait un peu kitsch, mais c'est légèrement drôle et c'est légèrement marrant. Lorsque moi j'ai vu La Mouche par exemple, il y a tous ces effets dégoulinants, baveux, dégoûtants. Et moi j'aime beaucoup en fait ça, parce que c'est marrant. C'est marrant dans le sens où l'utilisation des artifices, des effets spéciaux est bien foutue et en fait tous ces moments d'explosion c'est un peu des moments de joie. Je sais pas comment l'expliquer mais pour moi ça me fait rire lorsque quelqu'un te regarde comme ça et le cerveau de l'autre explose et moi je rigole à gorge déployée, j'adore ça. Et le film a une très bonne enquête, on dirait une sorte de X-Men, mais si c'était une sorte de thriller où tout le monde était un peu professeur Xavier et tout le monde se cherche, tout le monde essaie d'enquêter là-dessus et tu sais pas qu'il y a un Scanners ou pas. Et lorsqu'ils se rencontrent, il y a des combats de scanners et à la fin, c'est magnifique. Et il y a un combat entre deux scanners, ils se regardent les uns les autres, le crâne explose, les yeux s'envolent, ils prennent feu. C'est génial. C'est un gore fest,
C'est aussi un film de super-héros, c'est aussi un film policier. Scanners, moi j'ai adoré. Il est disponible sur Prime Video, malheureusement qu'en VF. On a un peu fini avec les films d'horreur sérieux, puisque maintenant je vais vous proposer 3 nanars. Les nanars, pour beaucoup, le savent, c'est un truc que moi j'adore, j'affectionne particulièrement. On regarde des nanars tous les dimanches sur ma chaîne Twitch. Si vous voulez venir, allez-y, regardez le dimanche, le nanar du dimanche sur ma chaîne Twitch. Et voilà, je me suis dit que c'était pas mal de proposer 3 nanars, parce que si vous êtes entre amis, bon, c'est le confinement, vous pouvez pas vraiment être entre amis, mais si vous voulez regarder ça sur un Discord, si vous voulez vous appeler, et regarder ça tous ensemble, ou lorsque la fin du confinement arrivera, regardez-vous un petit nanar, ça vous fera du bien. Premier nanar, c'est Zombieverse. Alors Zombieverse, c'est quoi? C'est des adolescents qui partent en week-end dans une cabane dans les bois, reculés, voilà. Et il s'est passé quoi? Comme dans tout bon nanar, il y a eu des déchets toxiques qui se sont déversés dans un lac. Et ces déchets toxiques ont transformé des castors en zombies castors. Et c'est du nanar fucked up. Voilà, c'est pas vraiment du nanar, c'est plus une comédie nanardesque, c'est une comédie, on va pousser à bout les apparitions de monstres, l'exagération à fond, les boobs qui vont apparaître, les personnages atypiques, le défoncé, l'intello, la fille coincée. C'est con, mais c'est drôle, c'est drôle. C'était un des premiers nanars que j'ai vu sur ma chaîne Twitch et on s'était énormément marré parce que les dialogues, ils sont plutôt bien écrits, ça nous fait marrer, c'est débile, c'est des personnages débiles et c'est drôle en fait. Parce qu'en plus, lorsqu'un castor vous bute, vous mord, vous vous transformez en humain castor zombie. Et là, cette transformation, c'est magnifique. Moi, je suis trop fan de ça. Donc, Zombieverse sur Prime Video. Si vous voulez regarder ça sur Discord entre amis, vous faites une petite soirée, voilà, parce qu'on va faire des apéros sur le Discord. Vous lancez Zombieverse, vous allez juste tous vous marrer. Allez-y, Zombieverse. Et si je peux enchaîner justement sur Zombieverse, autre joyeuseté de Prime Video, c'est tous ces nanars qu'il y a sur Prime Video, c'est magnifique, c'est l'attaque des donuts tueurs. Même délire que Zombieverse, cette fois, c'est un produit toxique qui s'est déversé dans la friteuse d'un magasin de donuts et tous les donuts sont devenus des sortes de donuts zombies. C'est aussi écrit avec le cul, c'est des dialogues à la con, c'est le copain qui se fait complètement cuck par sa meuf et ne le remarque pas alors que c'est évident. Son meilleur pote couche avec sa mère a l'air d'une actrice porno. C'est incroyable, c'est débile, c'est des donuts qui tuent des gens. Déjà quand vous voyez l'affiche et vous voyez le nom du film, vous allez dire « Oh mon Dieu, c'est con ». Et c'est vraiment con, mais c'est génial, c'est drôle. Encore un bon moment. Et on va enchaîner puisque voilà, sur Prime Video, on a encore plein de trucs comme ça. Prime Video, pour le coup, c'est une bonne plateforme pour voir des conneries. L'attaque du requin à 2 têtes est disponible sur Prime Video, mais également sur YouTube. L'attaque du requin à 2 têtes, c'est un film avant tout avec Carmen Electra. Et pour ça, c'est pas trop mal. C'est un groupe d'étudiants avec leurs professeurs qui vont aller dans une île étudier, je ne sais pas, des requins, le sable, le palmier, je sais plus en fait, je sais plus ce qu'ils vont faire. Ils vont étudier la faune, la flore et un sextant qui va beaucoup leur jouer des tours. Et évidemment, ce qui va se passer, c'est qu'il y a un requin avec 2 têtes qui est géant, qui va les poursuivre, qui va tous les bouffer, qui va essayer même de bouffer l'île. C'est n'importe quoi, c'est des dialogues à la con, c'est des attaques de requins géniales, c'est plein de figurants qui savent même pas ce qu'ils font là. Moi, je me suis explosé de rire devant ce film. Il y a beaucoup de comédies nanardesques comme ça qui sont connes et que tu te dis « Oh, c'est exagéré de ouf et je sais pas si je vais regarder ça parce que bon, c'est trop. » Mais celle-là est bien écrite dans le sens où les dialogues sont trop drôles, le doublage VF est débile, mais ça reste drôle, ça reste un bon moment. Voilà, un dernier nanar pour vous. Allez-y, foncez, regardez Attaque du requin à 2 têtes, c'est juste trop drôle, quoi. Voilà pour mon top 15 des films d'Halloween. J'espère que ça vous a plu. Je le sors ce soir, cette vidéo. C'est le 31 décembre. Peut-être que vous allez regarder un de ces films. Dites-moi ce que vous en pensez. J'aimerais beaucoup que vous mettiez des commentaires sur les films que vous avez vus, sur les films que vous allez voir. Ça aide énormément pour le référencement. Et également, abonnez-vous. Voilà, merci beaucoup pour le référencement, pour l'abonnement. On se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. Je vais faire des vidéos d'analyse de films, également parler de nanars plus poussés. Je vais également faire ce best-of stream parce que ceux qui regardent mon stream veulent que je fasse ce best-of stream. Je vais le faire, je vais le faire. Merci beaucoup, ici c'est Cosby. Je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien et bon Halloween.